Citoyennes, citoyens, bonjour. Aujourd'hui, nous allons découvrir les images fabuleuses d'une étoile en formation, vue par James Webb. On verra ensuite que ça sent le roussi pour le SLS et que le spatial américain risque fort d'être chamboulé. On discutera également d'Atmos et de Kinéis, deux projets européens qui arrivent à maturité, et on finira avec une petite frayeur bien gauloise puisque le ciel risque de plus en plus de nous tomber sur la tête en 2032. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. À quoi ressemblait le système solaire juste dans les premiers instants qui ont suivi sa formation ? On ne peut pas remonter cette histoire directement chez nous, mais on peut regarder comment les choses se passent avec d'autres étoiles de la Voie lactée. Notre galaxie est tellement immense que les exemples ne manquent pas. Au niveau des pouponnières d'étoiles, des régions qui forment beaucoup de nouveaux astres, on peut ainsi observer de jeunes systèmes au cours de leurs premiers millions d'années. Dans de rares cas, cela nous permet de voir des exoplanètes en imagerie directe. Si elles sont suffisamment jeunes, elles restent très chaudes et donc lumineuses en infrarouge. Voici par exemple le système 51 Edriani qui du haut de ses 23 millions d'années nous laisse entrevoir une géante gazeuse qui lui tourne autour. On peut également observer des systèmes encore plus jeunes où les planètes ne sont pas encore complètement formées. L'étoile naissante est alors entourée d'un disque de matière qu'on appelle le disque protoplanétaire. Voici par exemple HL Tauri, imagé par le radiotélescope ALMA. On connaît cependant des étoiles encore plus jeunes. L'une des plus étudiées d'entre elles est HH30, qui du haut de ses 1 à 2 millions d'années, nous laisse entrevoir ce à quoi ressemble un système qui vient tout juste de se former. HH30 a été découverte dans les années 70, mais il a fallu attendre Hubble pour avoir des images plus précises. Le célèbre télescope de la NASA nous a permis de découvrir un système sur la tranche, deux cônes inversés donnant naissance à des jets. Les premières images au milieu des années 90 n'étaient pas très résolues, mais laissaient déjà deviner un spectacle incroyable. « 30 ans plus tard, James Webb est en activité. Avec son miroir immense et ses images infrarouges, il a pu revisiter le système. Et l'image qu'il nous propose est à couper le souffle. Voici donc HH30 dans toute sa splendeur, mais en fausse couleur évidemment. L'image que vous voyez ici est en fait combinée avec les observations de Hubble et ALMA. Mais c'est bien Webb qui fournit la majorité de l'information. Le télescope géant de la NASA permet notamment de mettre en évidence de tout petits grains de poussière, de la taille d'un micron environ. Ce sont donc eux qu'on voit être expulsés du système. On aperçoit bien les deux cônes inversés et surtout les jets qui partent de part et d'autre de la jeune étoile. HH30 éjecte de la matière le long de son axe de rotation, à des vitesses se comptant en centaines de kilomètres par seconde. Lorsque cette matière entre en collision avec le gaz et la poussière environnante, elle les ionise pour créer ces longues formes lumineuses. Les poussières plus grosses, de l'ordre du millimètre, sont visibles grâce aux informations radio d'ALMA. Elles sont représentées par la barre marron qu'on aperçoit entre les deux cônes. Cette matière va certainement servir de base pour former les planètes, les astéroïdes et les comètes de ce système. Cette phase de la vie d'une étoile est probablement très courte. Les jets ne durent que quelques milliers d'années. Au cours de cette période, une étoile peut tout de même éjecter une masse équivalente à plusieurs dizaines de fois celle de la Terre. On trouve souvent ces étoiles en groupe. Elles appartiennent à des populations très jeunes et on en a découvert environ 1 millier dans la Voie lactée. Voilà donc à quoi ressemble une des toutes premières phases de l'histoire d'un système, allant de quelques dizaines de milliers d'années à 1 ou 2 millions d'années après sa formation. Le disque protoplanétaire se stabilisera ensuite et commencera à former des planètes. Et lorsque tout ça aura refroidi et se sera organisé, ça pourra donner un système tel que le nôtre.
James Webb nous montre ici la qualité de son miroir et la pertinence de ses instruments. En observant en infrarouge, il peut voir des choses qui étaient invisibles à Hubble. C'est utile pour observer les galaxies les plus anciennes, mais également des systèmes beaucoup plus proches. En multipliant les exemples pris à différents moments de la vie d'une étoile, il devient ainsi possible de retracer tout le cycle de vie stellaire. De l'effondrement initial qui met en route les réactions de fusion nucléaire, jusqu'au balai final lorsque ces dernières ne peuvent plus lutter contre l'attraction implacable de la gravité. Lors du dernier épisode de DNDE Live, on a pris le temps de faire le point sur les rumeurs qui courent au sein de la NASA. L'administration Trump II va probablement annoncer des changements importants de politique spatiale. Le programme Mars Simple Return pourrait sauter, Artemis pourrait être revisité en profondeur, le destin de la Station Spatiale Internationale n'est pas clair. Bref, ça parle de coupes budgétaires énormes, de suppression de la Gateway, etc. Le problème, c'est qu'on est toujours au stade des rumeurs. Tant que Jared Isaacman, l'administrateur général qui a été choisi par l'équipe de Trump, n'est pas confirmé dans son rôle, on va continuer à spéculer. Cela n'empêche pas certains signaux de nous interpeller. Le dernier en date vient de chez Boeing. Le 7 février, l'entreprise a communiqué à ses employés un message inquiétant. Elle leur demande de se préparer à des licenciements de masse, environ 400 postes, du fait des évolutions pressenties du programme Artemis. Or, il se trouve que Boeing est le prestataire principal pour la construction du SLS, la fusée géante qui propulse le vaisseau Orion. Le SLS a déjà volé avec la mission Artemis 1, le deuxième exemplaire est même quasiment terminé pour Artemis 2, et toute la filiale, Boeing ainsi que ses partenaires, se sont mis en branle pour produire jusqu'à 7 fusées supplémentaires. Bon, vous n'êtes pas sans le savoir, le changement d'administration aux États-Unis place Elon Musk, le dirigeant de SpaceX, en position de pouvoir. Le monsieur n'aime pas les dépenses inutiles et le SLS a bien des qualités, mais l'efficacité économique n'en est pas une. Il se pourrait donc qu'on voit là se dessiner la première décision couperet de l'ère Trump 2, du moins du côté spatial. Bien entendu, ça ouvre tout plein de questions. Quand on dit supprimer le SLS, est-ce que ça veut dire l'arrêt de toutes les missions, même Artemis 2, ou bien faut-il y voir un arrêt plus tardif, peut-être après Artemis 3 ? Boeing pourrait ainsi continuer à travailler sur le lanceur géant avec les éléments déjà produits, sans fabriquer de nouvelles pièces, ce qui nous amènerait probablement jusqu'à Artemis 3. Encore une fois, c'est le flou complet. On sait que l'administration Trump 2 veut remettre le cap vers Mars. Oui, c'est le même président qui avait fixé l'objectif lunaire il y a 8 ans. Me demandez pas ce qu'il se passe dans sa tête. Bref, on va continuer à surveiller la situation et on vous tiendra informé. Il n'y a pas qu'Orion qui est en situation précaire. Souvenez-vous, les États-Unis ont développé 3 nouveaux vaisseaux habités ces dernières années. Orion pour aller jusqu'à la Lune, la Crew Dragon et le Starliner pour desservir l'orbite basse. La Crew Dragon, de SpaceX encore, fonctionne à merveille. Elle a déjà servi les missions habitées pour le compte de la NASA, mais aussi pour des acteurs privés comme Axiom ou le programme Polaris. Le Starliner offre pour le moment un bilan bien moins éclatant. Il a réalisé 3 vols de test, dont un avec un équipage, et tous ont donné lieu à des problèmes importants. En fait, l'équipage du dernier vol d'essai est toujours sur l'ISS car le vaisseau a dû rentrer sans eux. On passe sur les petites déclarations piquantes des uns et des autres sur la situation. Ce qui nous intéresse, c'est un nouveau rapport de la part d'un panel de sécurité au sein de la NASA. Il rapporte une nouvelle défaillance qui est venue affecter le vaisseau lors de son dernier vol. Au cours de celui-ci, des pannes de propulseurs au niveau du module de service avaient été détectées. C'est d'ailleurs pour ça que la NASA avait décidé de faire revenir le vaisseau sans son équipage. Le panel nous apprend qu'il y a également eu une panne de propulseur détectée au niveau de la capsule, la partie pressurisée du vaisseau qui revient dans l'atmosphère. C'est encore un dysfonctionnement qui vient appuyer la fragilité du programme. Comme pour le SLS, le Starliner est construit par Boeing. Le programme est un véritable cauchemar pour l'entreprise. L'année dernière, elle annonçait qu'il lui avait déjà causé plus de 2 milliards de dollars de pertes. À ce stade, je ne suis même pas sûr que Boeing protesterait si la NASA annulait tout simplement le programme. Mais voilà qui nous amène à un constat inquiétant.
Rien de confirmé pour le moment, mais il existe un scénario où la NASA annule Orion et le Starliner. Autrement dit, elle ne reposerait que sur les capacités de SpaceX pour le vol habité, qu'il s'agisse de la Crew Dragon ou peut-être un jour du Starship. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça commence quand même à ressembler à un énorme conflit d'intérêts. Le PDG de SpaceX accède à un poste à haute responsabilité dans le gouvernement américain, et pouf, tous ses concurrents disparaissent. L'autre manière de voir les choses, c'est de reconnaître que SpaceX est pour le moment plus sûr et plus efficace que ses concurrents, et que c'est simplement le signe du meilleur qui gagne. À mon avis, il va y avoir autant de sons de cloche que d'acteurs concernés. Malgré les inquiétudes qu'on peut avoir, la collaboration entre Européens et Américains dans l'espace continue toujours, même entre acteurs privés. On a eu 2 beaux exemples ces derniers jours. Les Allemands d'Atmos viennent de recevoir l'autorisation de la part de la FAA pour lancer leur démonstrateur de bouclier thermique gonflable Phoenix. C'est une mission qui nous tient particulièrement à cœur car nous et vous sommes dessus. Les équipes d'Atmos nous ont proposé d'intégrer un design sur leur capsule. Et la plaque qui se trouve au dos du démonstrateur partira donc avec un petit message gravé au laser. Le vol de test devrait donc avoir lieu autour d'avril et en cas de réussite, l'Europe disposera enfin d'une capacité de retour d'orbite. Il s'agit avant tout d'un vol de démonstration, mais il y a tout de même quelques charges utiles à bord. Je vous parle de collaboration avec les Américains car c'est bien une Falcon 9 qui se chargera du lancement, d'où la nécessité d'obtenir une autorisation de la part de la FAA. Les Français de Kinéis doivent eux aussi être très contents de leur collaboration avec Rocket Lab. L'entreprise de Peter Beck a procédé le 8 février à un 4e lancement dédié à la constellation d'Internet des objets. Ce projet français né en 2018 prévoit de placer en orbite une constellation d'environ 25 satellites. Ils pourront communiquer avec des tout petits terminaux sur Terre pour former un service de connectivité globale. Cela pourrait servir par exemple au suivi de conteneurs ou de troupeaux, à la détection des catastrophes naturelles, à l'entretien des infrastructures et j'en passe. Les cas d'usage possibles sont presque infinis. Je vous invite d'ailleurs à aller visiter le site de Kinéis en description pour voir s'il n'y a pas un usage potentiel qui pourrait vous intéresser professionnellement. Avec la majorité de ces satellites maintenant en orbite, l'entreprise devrait en effet démarrer son service cette année. Kinéis a le potentiel de capter des millions d'utilisateurs et de se transformer en véritable success story du New Space tricolore. Pour Rocket Lab, c'est aussi une démonstration que le format des micro-lanceurs est pertinent. Toutes les constellations n'ont pas besoin de milliers de satellites énormes. Avec ses 25 satellites de petite taille, Kinéis a trouvé un partenaire idéal qui peut emmener ses satellites exactement là où il faut, sans avoir recours à du rideshare et à des lanceurs énormes. Plus de constellations, c'est potentiellement plus de débris. Mais là aussi, il existe des solutions. L'une d'entre elles consiste à ravitailler les satellites qui sont arrivés au bout de leur réserve d'ergol. Si leur charge utile fonctionne toujours, il n'y a en effet aucune raison de les mettre à la casse. Ravitailler un satellite reste une opération très complexe, avec un rendez-vous orbital et un transfert de fluide. Les démonstrations de technologie se multiplient et c'est cette fois l'Agence spatiale européenne qui s'y met. L'ESA vient de commander un démonstrateur qui sera conçu et construit puis testé en orbite. Il pourrait donner naissance à des satellites ravitailleurs qui pourront par exemple assurer la longévité d'Iris, le Starlink institutionnel européen. Que ce soit du côté de l'Europe, de la Chine ou des États-Unis. On devrait en tout cas avoir de premières démonstrations de ravitaillement de satellites d'ici la fin de la décennie. Il faudra peut-être ensuite s'entendre sur des standards de connexion pour que les ravitailleurs de n'importe quelle entreprise puissent rendre service à n'importe quel satellite. Ce n'est pas une solution parfaite à la pollution orbitale, mais cela devrait au moins réduire l'ampleur du problème. La semaine dernière, on vous a parlé de 2024 YR4, un satellite géocroiseur qui s'est invité tout en haut de la liste des impacteurs potentiels de la Terre. On vous avait dit qu'il avait 1,3% de chance de frapper notre planète en décembre 2032. On vous avait également dit que cette statistique serait mise à jour avec des observations supplémentaires. Cela a été fait et les nouvelles ne sont pas forcément bonnes. On pense maintenant qu'YR4 a 2,2% de chance de frapper notre planète. Une chance sur 45 environ. Cela reste très faible mais pointe le géocroiseur en tant que menace sérieuse. Il n'est pas suffisamment gros pour déclencher des dégâts énormes, mais il pourrait tout de même avoir un gros impact néfaste sur une zone localisée. On se doute donc qu'il continuera à être surveillé de près
Et on devrait finir par savoir assez rapidement s'il faut commencer à penser à des missions de protection planétaire ou non. Nous voici arrivés au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. L'émission continue en live jeudi à 10h avec Maxime. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans un prochain format. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.